Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques secondes à peine, j'étais en train de parler avec Benoît Dutrisac. Excusez-moi, je cherche mes mots, c'est parce que j'essaye de monter le volume. Je pense qu'il est moins sourd que moi, Benoît. Fait qu'à chaque fois, il faut que je m'ajuste, comprends-tu, les écouteurs. Là, je le mets plus fort. Lui, ça veut dire qu'il le met vraiment pas fort. Ça veut dire qu'il il souffre pas de surdité, hein, notre Benoît national. Non, il n'y a pas ce problème-là. Alors, la voix que vous venez d'entendre, c'est la voix de Cybèle Olivier. Bonjour, Cybèle. Allô! Très contente de t'avoir de retour avec nous. On parle-tu ou on parle pas? Non. On parle pas? On parle pas. OK, parfait. On est super contents de soit de retour et on n'en parle pas de pourquoi tu as été absente sur nos ondes pendant 2 jours. Mais tu travaillais de chez toi. Ben oui, je travaillais de chez moi, mais là, c'est parce que je voulais pas me montrer la face, tu comprends-tu? OK, mais là, tu peux pas... Une porte ne peut pas... Elle doit être ouverte ou fermée. J'avais un orgelet, Bon, Sophie, c'est pas grave, mais c'est pas comme une maladie non, honteuse, mais c'est là. atroce. C'est atroce, ça fait mal. Moi, ça me fait mal. OK, parlons-en. Je vais vous expliquer. Si jamais... On m'a expliqué que quand on travaille souvent devant les écrans, on cligne moins des yeux. Et quand on cligne des yeux, il y a des petits canaux dans nos paupières qui font des sécrétions à chaque fois. Mais quand on cligne moins, nos sécrétions peuvent parfois ne pas s'échapper et donc ton œil enfle et c'est là que ça développe un orgelet. D'accord, et donc, c'est ce que j'ai vécu. Mais qu'est-ce que je t'ai dit quand je t'ai vu la première fois, depuis ton retour? Je t'ai dit, tu es splendide et même un orgelet n'atteint en rien ta grande beauté. Alors, on aurait dû commencer par ça. On aurait dû commencer par ça. Alors voilà, je l'ai dit publiquement. Bon, fait que c'est ça. Cybèle est splendide, des questions, 1 orgelet ou pas. 877 23 46. Je pensais que tu allais dire un 877 orgelet. Ah oui, j'ai consulté plein de monde vu que vous avez des questions. Hey, c'est quoi? ORGELET. Ouais. Ben, c'est 7 lettres, 7 chiffres. T'as comprends-tu? Chiffres? Ben oui, un numéro de téléphone, il y a 7 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, des ORGELET. Donc, me donne un chiffre les pour chiffres, chacun. ça va vite, là. C'est une de tes ça a grandes l'air que c'est pas tout le monde, ça va aussi vite. Ah non, moi... Bonjour, je Cybèle. me rétablis, salut, C'est un grand plaisir. Très contente d'être là de retour. Ça fait des années que sur les ondes de Cube ou ailleurs, je reçois ma prochaine invitée. Habituellement, je la reçois comme avocate qui a placé au cœur de sa pratique, et je dirais au cœur de son cœur, le bien-être des enfants. Mais aujourd'hui, je la reçois comme nouvelle bâtonnière du barreau de Montréal. Vous aurez sûrement reconnu avec cette description-là Maître Valérie Assouline. Maître Assouline, bonjour. Bonjour. Alors, je le dis, c'est vrai que ce soit à mon émission ou toutes les émissions à Cube, régulièrement, on vous reçoit pour parler des droits des enfants, pour parler des droits de la famille, le droit de la jeunesse, parce que c'est une cause que vous avez portée à bout de bras pendant des années. Oui, c'est une mission de vie. Une mission de vie, c'est très bien dit. Vous avez toujours défendu ça avec fougue. Là, je vous reçois aujourd'hui parce que vous êtes la nouvelle bâtonnière du barreau de Montréal. Moi, je trouve que c'est important de commencer par expliquer à monsieur et madame tout le monde qu'est-ce que ça fait un bâtonnier, qu'est-ce que ça mange en hiver et c'est quoi le barreau et quel rôle il joue. En fait, le barreau de Montréal, c'est le 2e plus grand barreau francophone au monde. On a 17 000 membres. C'est les avocats de Montréal. La mission première du barreau de Montréal, c'est la protection du public. Ça, c'est important. Ouais. Parce que quand les gens entendent ordre professionnel ou ce genre de notion-là, ils pensent que c'est pour protéger les droits des professionnels. C'est le contraire. Absolument. Le barreau de Montréal protège le public. Le justiciable. Le justiciable et soutient ses membres pour qu'ils soient outillés justement à faire face au justiciable et à faire son travail convenablement. Donc, mais c'est important, puis ça fait juste déjà 2 minutes qu'on se parle, mais déjà, on voit c'est quoi un petit peu le problème avec un système de justice, puis c'est la même chose partout à travers le monde, c'est qu'il y a un vocabulaire.
et que le monsieur et madame tout le monde, on vient de dire, ne serait-ce que l'expression le justiciable. Oui, c'est vrai. Okay? Et c'est moi qui l'ai amené ce mot-là, donc je me tape les doigts, c'est ma faute. Mais c'est vrai que une des raisons pour lesquelles les gens se sentent parfois exclus du système de justice, c'est qu'il y a tout un vocabulaire. Il y a un décorum, il y a un vocabulaire qui vient avec. Est-ce qu'on peut pas, pour que la justice, justement, soit plus accessible à tout le monde, démocratiser ce vocabulaire-là, le rendre plus simple, plus intelligible pour tout le monde? En fait, le barreau de Montréal a eu des initiatives dans ce sens-là. Les tribunaux étaient ouverts en mars dernier pour que monsieur et madame tout le monde, je ne veux pas les appeler des justiciables, mais visitent les palais de justice, se familiarisent et connaissent aussi les services qui sont offerts à eux à Montréal. Donc, c'est sûr que c'est un objectif du barreau de Montréal de rayonner et de s'assurer que les gens comprennent les services qui leur sont offerts aussi par le barreau de Montréal. Évidemment, quand on parle de justice, il y a, puis on va arriver après à votre parcours personnel, Maître Assouline, mais quand on parle de justice, on parle aussi beaucoup de ce sentiment. Parfois très présent, parfois moins présent, ça dépend des causes, ça dépend des semaines, où parfois les gens ont perdu confiance dans le système de justice. Est-ce que ça fait partie des objectifs que vous fixez? Mais c'est un objectif aussi qui fait partie de ma mission de vie depuis le temps qu'on se parle. C'est important de faire confiance au système parce qu'on a un système qui fonctionne, qui n'est pas parfait, mais qui fonctionne. Et justement, ces imperfections-là, il faut les nommer, il ne faut pas mettre ça sous le tapis. Et je pense que c'est ça qui contribue à augmenter cette confiance du public. C'est de nommer ce qui ne va pas et de s'y attaquer pour pouvoir travailler les enjeux. Donc, on l'a dit, vous, pendant des années, vous avez été madame ou enfin maître spécialisée vraiment dans les droits des enfants. Oui. Et moi, j'ai senti, je vous le dis comme intervieweuse, j'ai senti toujours énormément d'humanité. Quand il y avait un enfant qui souffrait quelque part, c'était pas juste une cause avec un petit C ou un grand C, c'était vraiment, ça venait vous chercher dans vos tripes. Comment on traduit ça quand on devient bâtonnière au barreau? Eh bien, on le traduit avec le thème de mon bâtonnat, c'est la bienveillance au cœur de la justice. Donc, quand on devient bâtonnier ou bâtonnière, on donne un thème. On donne un thème. Le thème de mon bâtonnat, c'est la bienveillance. C'est mettre l'humain en premier, en avant, et s'assurer qu'il y a de la bienveillance partout. Vous comprenez que, bon, mon mandat, la première fois qu'on s'est parlé, il s'agissait d'une mère et d'une grand-mère qui sont venues à mon bureau, qui ont franchi la porte de mon bureau. La bienveillance aurait peut-être changé l'histoire. C'était en 2019? Exact. Et donc, c'est cette bienveillance-là qu'il faut mettre au centre de toutes nos actions. La bienveillance envers le justiciable, envers le public, la bienveillance au niveau entre collègues, entre confrères, et la bienveillance envers nous-mêmes. Donc, c'est ça, ça va être le mandat. Le mandat. Donc, le rôle du bâtonnier ou de la bâtonnière, c'est quoi? D'ailleurs, d'où ça vient ce mot-là, bâtonnier? C'est quoi? Y a-tu un bâton dans cette histoire-là? Oui! Bon, ben là, il est magnifique en plus avec le... Oui, il y a un vrai bâton. Il y a un vrai bâton. Il y a un transfert du bâton, justement, à l'Assemblée générale. Ma prédécesseur, Maître Larouche, et donc c'est aussi une femme. Je suis très fière parce que je suis la 10e femme qui a été bâtonnière. Et donc, il y a ce transfert du bâton. Et donc, c'est le transfert du rôle. C'est drôle. Et puis, il y a une lignée d'hommes et de femmes qui sont passés avant moi et qui sont extraordinaires. Alors, c'est important, donc, vous l'avez mentionné, vous êtes une femme, vous êtes la 10e femme à la tête du barreau de Montréal. Oui. Et je trouve ça très important. Habituellement, dans mes entrevues, jamais je mentionne l'origine des personnes parce que je trouve pas ça pertinent. Mais vous, dans votre cas, c'est important parce qu'on parle d'une société diversifiée au Québec. Vous êtes né au Maroc. Vous êtes arrivé au Québec, vous aviez 4 ans? 4 ans. À quel point c'est important pour vous que quelqu'un issu de l'immigration, disons ça comme ça, que quelqu'un issu de l'immigration prenne la tête du barreau de Montréal? Oh mon Dieu, c'est important parce que, d'abord, la diversité de Montréal. On a une ville qui est très diversifiée.
un des mandats et de mission du barreau de Montréal, c'est justement la pratique de défendre, justement, de protéger les justiciables contre la pratique illégale du droit. Et cette pratique illégale du droit affecte justement les populations immigrantes. C'est des gens qui arrivent au Québec, qui habitent à Montréal et qui se font flouer par des pseudo-conseillers, pseudo-avocats. Donc, et ça, c'est quelque chose qui vise vraiment les immigrants, les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, les populations vulnérables, mais un tiers des cas de pratiques illégales visent les nouveaux immigrants à Montréal. Donc, c'est certain que ça me touche profondément parce que je me pense à mes parents qui sont arrivés du Maroc sans repère, sans grands-parents, juste avec la langue de Molière. C'est le seul repère qu'on avait. Et donc, je trouve que c'est concret comme aide, justement, à la population immigrante à Montréal. Quand on dit pratique illégale du droit, c'est des gens qui n'ont pas, évidemment, donc, leur diplôme d'avocat, mais qui font croire à la personne en face qu'ils peuvent faire des démarches et, évidemment, ils se font payer un salaire d'avocat. Exact. Et le problème, c'est qu'il y a des droits qui sont floués à la fin de cette histoire-là, souvent. Et c'est pour ça qu'il y a une campagne de sensibilisation. Il faut que, justement, on se pose des questions. Quand quelqu'un se présente comme avocat, on peut vérifier s'il est avocat, justement. Ça devrait être la première chose à faire. Première chose à faire. Quand une personne nous donne un rendez-vous dans un petit café pour parler de notre dossier, ça ne se fait pas. C'est pas une pratique usuelle là, chez les avocats. Donc, il y a des drapeaux rouges comme ça qui devraient se lever et il y a de plus en plus de signalements en pratique illégale, justement. À Montréal. Fascinant. Quand on parle de signalement, évidemment, ça me fait penser à la DPJ. Est-ce que, à titre de bâtonnière, vous conservez quand même votre pratique en droit de la famille, en droit des enfants, en droit de la jeunesse? Absolument. En fait... Comment vous allez trouver le temps? Le temps, vous savez que je dors peu. Vous savez que je dors pas. Non, je sais pas, je l'apprends là. OK. Mais le temps, je partage mon temps, mais c'est certain que je vais maintenir justement cette voix parce que ma voix, je sais qu'elle est importante et il faut nommer les choses lorsqu'il y a des choses à changer. Et ce n'est pas du tout de l'autocensure ou quoi. Je vais continuer à parler des enjeux des enfants, justement. D'ailleurs, j'aimerais mettre en lumière les enfants cette année à travers mon bâtonnat. Quand on parle de bienveillance, c'est aussi entendre les enfants. C'est s'assurer qu'ils ne restent pas dans l'ombre et qu'on puisse en parler. Ben, surtout que quand on parle de direction de la protection de la jeunesse, qu'on se rappelle que le bien-être des enfants, c'est ce qu'il y a de plus important et ça devrait toujours être au cœur de la chose. Est-ce qu'au Québec, là évidemment on parle de Montréal, mais est-ce qu'au Québec en général, on a une justice qui est trop sévère ou pas assez sévère? C'est pas une question de sévère ou pas sévère, ça dépend. Mais c'est pas la rigueur le problème. Il faut qu'il y ait de l'humanité à travers tout ça. Et il y en a pas assez selon vous en ce moment? Il devrait en avoir plus. Oui. Et il faut qu'on se penche là-dessus. Il faut qu'on ait plus de bienveillance. Surtout quand on parle de petites personnes, des enfants, qui ont les mêmes droits qu'un justiciable. Un enfant ou un adulte doit avoir les mêmes droits. Donc, il doit se faire entendre. Et je pense que plus de formation aussi, c'est important. C'est ce que j'aimerais faire aussi, offrir avec le barreau de Montréal, plus de formation en droit de la jeunesse, qu'il y ait plus d'avocats intéressés à faire ce droit aussi. Parce que c'est pas facile d'être avocat en droit de la jeunesse. Donc il y a une réticence de la part des avocats de prendre ces dossiers-là. Et ce serait bien d'avoir plus d'avocats en droit de la jeunesse. D'accord. Cybèle, tu voulais intervenir? Oui, je me demandais si la nomination de Marie-Ève Brunette-Kitchen comme commissaire au bien-être des droits aux enfants, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? C'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, j'espère pouvoir travailler avec Madame Kitchen, justement, pour justement qu'elle puisse... qu'on collabore, parce qu'il faut collaborer, que ce soit avec Madame Kitchen ou avec Madame Hill aussi. L'enfance, ça reste le centre de mes préoccupations. Ça changera pas. Maître Valérie Assouline, est-ce que votre titre change? Est-ce qu'il faut vous appeler bâton? Non, vraiment je sais pas. Non, je sais pas. Est-ce que le mot bâton Maître bâton, non. Ça reste pareil. Alors, moi, j'aimerais bien, parce que ça me fascine, cette affaire de bâton. Donc, la prochaine fois que vous croisez le bâton, non, juste m'envoyer une photo, qu'on puisse se familiariser avec ce nouveau rôle. Donc, félicitations. Merci beaucoup. La 10e femme bâtonnière
la 10e femme bâtonnière. La 10e femme a occupé le poste de bâtonnier ou bâtonnière au barreau de Montréal. On va vous avoir à l'œil. Merci. C'est-à-dire qu'on va être à l'affût, évidemment, de vos prises de position. Et évidemment, la barre est haute parce qu'on connaît vos engagements. Donc, on va vous garder un petit œil sur vous. Merci Dans le beaucoup. bon sens du terme, Maître Assouline. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, vous avez tous entendu parler, évidemment, de ce dossier, les 5 ex-joueurs de hockey d'Équipe Canada accusés, donc, d'agression sexuelle. On parle beaucoup de cette cause-là, mais mon collègue Hugo Veilleux est tombé sur une lettre ouverte écrite par quelqu'un qui a déjà passé à travers le système judiciaire, quelqu'un qui aussi accusait un membre d'une congrégation religieuse d'agression sexuelle, et cette personne sur ses médias sociaux a décidé d'adresser une lettre ouverte à la présumée victime des ex-joueurs de hockey pour lui donner des conseils sur ce qu'elle doit faire ou ne pas faire dans un cas où elle est contre-interrogée justement dans une cause d'agression sexuelle. Alors cette personne qui est déjà passée à travers le système judiciaire, c'est Sébastien Richard. Il est porte-parole des victimes des religieux de la congrégation de Sainte-Croix. Ça fait plusieurs fois qu'on lui parle. Un homme courageux avec la parole franche. Bonjour, Monsieur Richard. Bonjour, Mme Durocher. On s'était parlé la dernière fois à l'occasion de la nomination du décès du pape, en fait. C'est ça? Oui, exact. Voilà. Alors, vous avez décidé sur vos médias sociaux, sur Facebook, d'écrire une lettre à la présumée victime des ex-joueurs de hockey. Pourquoi c'est venu vous chercher cette histoire-là, cette cause judiciaire? En ce qui a trait à cette personne-là spécifiquement, moi, évidemment, je suis passé par là, comme vous le disiez, mais ça peut paraître curieux ce que je m'apprête à dire, mais je n'avais qu'un agresseur présumé. Elle en a 5. Donc, les 5 ont chacun leur avocat, ont chacun leur défense, et dans tous les cas de figure, ce que le droit criminel établit, c'est que tout ce qu'ils ont à faire, c'est semer un doute raisonnable dans la tête du jury. Alors, vous comprenez que le travail que cette femme-là a à faire pour être capable d'avoir un témoignage absolument cohérent, à la moindre respiration près, pour être certain de ne semer aucun doute dans la tête de personne, c'est un travail qui est clairement héroïque. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de victimes qui renoncent à porter plainte à la police et qui renoncent à aller devant les tribunaux justement pour ne pas avoir à passer au travers de ce genre de situation. Mais la définitive, c'est que si on fait pas ça, c'est que les agresseurs ont une passe facile pour être capables de continuer à commettre des agressions. Et dans le contexte, cette fois-ci, où on a affaire à des joueurs de hockey, donc des gens qui sont un peu les légionnaires de l'époque de l'antique romaine, là, des gens à qui on permet tout, puis on les félicite de tout parce que ce sont les dieux du stade. Ben, moi, personnellement, la justice déterminera si ces gens-là sont coupables ou pas, mais moi, je doute absolument pas de ce qui est arrivé. Et dans ce contexte-là, je pense que cette personne-là, cette femme-là, EM, telle qu'on la désigne dans les médias, doit se sentir appuyée et pas seulement qu'isolée dans ce combat-là. Absolument, et c'est pour ça que vous avez écrit cette lettre. Donc, je l'ai devant moi, cette lettre ouverte. La première chose que vous dites, ces 5 hommes vous en veulent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est le fait qu'il y ait une perte de statut de leur part. Qu'est-ce qui vous fait commencer votre lettre en disant « ces hommes-là vous en veulent ». Ce qui est certain, c'est que des agresseurs sexuels, lorsqu'ils commettent un acte de cette nature-là, celle d'une agression sexuelle, c'est pas du tout un acte d'amour comme les relations sexuelles devraient normalement l'être. C'est un trip de pouvoir. Ils veulent dominer leur victime. Ils veulent vraiment la rabaisser. Et dans ce contexte, et d'ailleurs, je fais le parallèle avec ce qui nous arrive. Oui. Comme je vous le disais la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai certaines sources chez les Sainte-Croix. Et pour eux, les victimes que nous sommes des ingrats qui n'en voulons qu'à leur argent après tout ce qu'ils ont fait pour nous. OK, c'est vraiment ça qu'ils pensent. Donc, imaginez ces 5 jeunes hommes-là
qui avaient devant eux des vies de millionnaires, des vies absolument confortables où ils auraient pu s'offrir absolument tout ce qu'ils veulent. Du jour au lendemain, cette femme-là décide de porter plainte et vient probablement, on verra la suite des choses, et bien vient probablement de complètement mettre fin à ça. Pourquoi pensez-vous que ces gens-là ont plaidé non coupables? C'est parce qu'ils veulent continuer à jouer au hockey puis ils veulent devenir millionnaires. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que je voulais vous parler aussi, permettez-moi, Monsieur Richard, parce que on a tendance, évidemment, parce que dans la majorité, c'est ça qui se passe, on a tendance à associer victime d'agression sexuelle à une femme et je trouvais ça important que vous, comme homme et comme porte-parole d'autres hommes aussi qui ont été victimes d'agressions sexuelles, d'avoir votre perspective parce que dans le fond, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, quand on est victime, on a ça en commun. On comprend, on peut s'exprimer sur ce qui se passe entre les deux oreilles de l'agresseur parce qu'on est passé par là, parce qu'on l'a vécu. Vous continuez votre lettre qui est fort bien écrite, Monsieur Richard, en disant à cette présumée victime, donc prenez votre courage à deux mains car leurs avocats vont tout faire pour détruire votre crédibilité. Cette lettre-là, vous l'avez écrite il y a quelques jours. Ce qu'on voit depuis quelques jours, justement, se dérouler au Palais de justice en Ontario, c'est exactement ça. Ce sont des avocats qui guettent le moindre de ces mots pour dire « Ah ah, vous avez dit ça, puis en fait, vous vouliez dire ça. » Ils sont en train de faire son procès à elle. Je comprends parfaitement le fait que des gens ont le droit à une défense pleine et entière devant les tribunaux. Mais il y a un élément qu'on oublie de plus en plus, la vérité. Et en ce qui me concerne, il est très clair, puis ça, je vise personne en particulier parce que je me ferai poursuivre jusqu'à la fin de mes jours, mais il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il y a beaucoup d'avocats pour qui cette pratique-là est fort lucrative parce que ces agresseurs-là, présumés ou non, sont des gens généralement extrêmement puissants et riches. Donc, il y a là une manne pour ce type d'avocat-là. Et il y a aucun doute dans mon esprit que je suis certain que ces gens-là, enfin, j'ose espérer que ces gens-là leur disent pas de mentir, mais s'ils savent que ces gens-là disent des mensonges, si cet phénomène-là peut semer le doute raisonnable et permettre à ces agresseurs-là d'échapper à un verdict de culpabilité, ils vont le faire. Alors donc, il faut appeler un chat un chat. Lorsqu'on prête serment devant un tribunal de dire toute la vérité, rien que la vérité, c'est une valeur qui est cardinale dans notre société et clairement, il y a des gens qui décident de jouer avec ça et ça ne peut qu'être dénoncé. Et je pense qu'un de ces jours, il va falloir vraiment que le barreau se pose des questions réelles là-dessus parce qu'il y a vraiment une dérape à certains égards. Vous continuez dans votre lettre, vous dites, en vous adressant toujours à la présumée victime, assurez-vous que vous vous souvenez en détail de cet enfer que vous avez vécu. C'est quelque chose qui revient souvent de la part des victimes où elles disent, ben, dans le fond, on nous demande d'être une victime parfaite, on nous demande de nous souvenir de tout, la couleur des rideaux, la couleur des chaussettes, etc. Alors que c'est prouvé que quand on a été victime d'une agression, que ce soit une agression sexuelle ou autre, on peut avoir une amnésie sélective, c'est-à-dire qu'on est tellement traumatisé, le choc est tellement grand qu'il y a des éléments qu'on oublie. En même temps, Monsieur Richard, on peut pas non plus demander aux avocats de ne pas aller là parce que il y a certains éléments qui nous permettent aussi de déterminer la crédibilité du témoignage de la victime. Alors pourquoi vous dites ça? Elle doit s'en souvenir en détail, mais est-ce qu'on peut vraiment demander à quelqu'un de se souvenir de tout? C'est parce que le droit criminel établit l'obligation d'établir une preuve hors de tout doute raisonnable. Et dans ce contexte-là, je suis d'accord avec votre assertion quant au fait que c'est un peu inévitable d'aller là parce qu'il faut établir la crédibilité de la personne. Il est certain qu'une personne qui serait faussement accusée et faussement reconnue coupable d'agression sexuelle, cette personne-là verrait sa vie complètement compromise. Là. Donc, il faut, la nuance que vous apportez est extrêmement importante, puis j'y souscris tout à fait. Mais une fois qu'on a dit ça, la seule façon qu'ont ces avocats-là de pouvoir établir une possibilité de doute, c'est justement d'entrer dans le micro-détail de ce qui s'est passé et pour être certain que la personne s'en souvient comme il faut. Je vais même vous dire que dans le cas du procès qui fait en sorte qu'on se parle aujourd'hui,
il y a, ça fait quand même pas si longtemps que ça que les faits allégués ont eu lieu. Cependant, dans le cas de beaucoup d'autres victimes, oui. la science nous dit que c'est de 25 à 35 ans que les victimes attendent, justement pour les raisons qu'on a évoquées ensemble. C'est qu'on n'a pas envie de revivre, là, de retourner là-dedans, de se remémorer ces événements-là. Et ça fait en sorte que effectivement, le fait de devoir avoir une preuve hors de tout doute raisonnable et un témoignage sans faille lorsqu'on laisse passer le temps avant de s'exprimer là-dessus, ben c'est sûr que ça met un danger d'amnésie sélective ou d'amnésie tout court qui fait en sorte que ça peut être très utile à l'agresseur. Donc, c'est clair que c'est un enjeu qui est problématique. Vous dites que, évidemment, pour cette jeune femme, le fait d'avoir le procès, c'est évidemment douloureux parce que ça lui fait revivre ce qu'elle a vécu. Vous-même, aujourd'hui, qui venez nous parler, Monsieur Richard, je vous pose la question en toute transparence. Est-ce que c'est douloureux pour vous? Est-ce que le fait de parler comme ça d'agression sexuelle et de parler de ce que vous avez vécu, c'est douloureux aussi et ça vous fait revivre ce que vous avez vécu aux mains de ce membre de la congrégation de Sainte-Croix? Si je dois rentrer vraiment dans les détails des agressions que j'ai subies, oui, il va y avoir des conséquences à ça, c'est certain. Donc, je vais chercher l'aide dont j'ai besoin régulièrement. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a aussi l'importance de reconnaître que si on ne le fait pas, ça reste en nous. Et la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est vraiment de faire une espèce d'exorcisme intérieur et d'aller chercher le soutien professionnel nécessaire pour être capable de se dire deux choses. D'abord, je suis absolument pas responsable de ce qui est arrivé et je ne mérite pas de rester sous le joug de mon agresseur. À partir du moment où on reconnaît ces deux éléments-là, ça vaut la peine de passer au travers du processus. Et moi, je vous dirais bien simplement que pas une seule seconde, j'ai regretté d'avoir dénoncé mon agresseur, le frère Claude Urtubise, parce que de toute façon, même si j'ai perdu en cour criminelle, les événements qui ont suivi, puis les 10 années que j'ai passées comme porte-parole des victimes, ont fait en sorte que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit, Monsieur Richard, à cause de vous, j'ai choisi de rester en vie. Alors, donc, ça donne beaucoup de sens à l'engagement que j'ai devant vous. Puis, je vous le dis, Madame Durocher, à chaque fois qu'on a des entrevues de cette nature-là, il y a des gens pour qui ça va vraiment, littéralement les sauver. Donc, je refuse jamais d'entrevue. C'est pour ça que je vous remercie et je vous remercie pour votre franchise et c'est très important. Votre témoignage aujourd'hui et votre soutien à la plaignante est très important aussi. Merci beaucoup, Sébastien Richard. C'est toujours éclairant quand on vous parle. Merci. Avec plaisir. Merci, au revoir. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, j'en parlais tout à l'heure avec Benoît Dutrisac, Cybèle, avec notre collègue Benoît. Il y a un nouveau mot qui rentre en fait, une nouvelle expression qui rentre dans le petit Robert. Cône orange, oui. Peux-tu croire, avant, c'était pas en France, je sais pas comment ils appellent ça, là, mais cône orange. Ben oui, non, mais ça m'a étonné, vraiment. En fait, un cône, je veux dire, c'est là, mais cône orange, ça veut dire que c'est bien à l'effigie de ce qu'on retrouve. C'est tellement omniprésent, puis on y fait tellement référence souvent qu'on c'est un peu comme les autobus jaunes. Peut-être que ça va rentrer dans le dictionnaire. Dans le vocabulaire. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans le vieux Montréal, en ce moment, il y en a des cônes oranges parce qu'il y a plein de travaux. Et ça fait en sorte que ma prochaine invitée, qui est chef d'entreprise, propriétaire du restaurant Graziella à Montréal, ben cette année, elle n'ouvrira pas sa terrasse parce qu'il y a juste trop de travaux et c'est, disons-le poliment, c'est le bordel dans le Vieux-Montréal. On accueille tout de suite Graziella Battista. Bonjour Graziella, buongiorno. Bonjour Madame Durocher. Alors, vous avez publié donc sur votre page Facebook, vous avez dit les travaux sont incessants, notre terrasse est mise de côté cette année et vous faites état surtout d'un manque de compréhension et un manque d'écoute de la ville de Montréal. Expliquez-nous. En fait, on sait tous que les dernières années ont été marquées avec nombreuses frustrations de commerçants, notamment en raison des travaux publics qui ne cessent d'interrompre la circulation dans le Vieux-Montréal. Les rues sont souvent bloquées, l'accès au commerce est très difficile. Alors c'est clair que cette frustration
Elle est là, elle est présente. Nous avons décidé il y a 1 mois de ne pas mettre d'énergie cette année dans la terrasse parce que on s'était dit, je pense que il va y avoir d'autres travaux. On a eu des travaux il y a quelques semaines sur les rues qui croisent et ça cause toujours énormément de trafic. Il y a des moments où ils arrêtent aussi, ils vont faire des blocages sur les voies sur la rue McGill. C'est compliqué, beaucoup de camions, beaucoup de poussière, beaucoup de bruit. Je dois admettre que c'est pas agréable d'être sur une terrasse. Dernièrement, les dernières années, là, ça n'a pas été très intéressant. Alors cette année, on s'est dit, on met une pause parce que on investit non seulement aussi dans le matériel, mais on investit dans le personnel aussi. Parce que il faut ajouter un peu de personnel quand on a une terrasse de plus. Et l'année dernière, je me suis retrouvée à genre couper les gens, à dire je peux pas te garder parce que cette semaine encore on ferme la rue parce qu'il y a des travaux. Alors la terrasse ne fonctionnera pas pour quelques jours. C'est ça qui est très difficile à gérer. Hein. Une entreprise, on a besoin de planifier, mais et je vais être claire par contre, hein, c'est que nous les commerçants, on veut que la ville soit accueillante. Bien sûr. Il n'y en a pas de commerçant qui veut pas que la ville soit belle, qu'on ait des belles routes, des beaux trottoirs, des belles pistes cyclables. On est aligné sur ça. Mais je pense que il y a davantage d'efforts nécessaires pour avoir une meilleure synergie entre les commerçants. Voilà, une meilleure communication, Bien sûr. parce que si, en effet, vous saviez à l'avance, telle semaine, il va y avoir ci, telle semaine, il va y avoir ça, vous pourriez agir en conséquence. Moi, ce que je trouve important dans ce que vous dites, donc je rappelle, votre restaurant, Graziella, est dans le Vieux-Montréal, sur l'avenue McGill, et on se le cachera pas, le Vieux-Montréal, c'est un centre névralgique pour le tourisme et le fait, l'été est tellement court au Québec. On sait que c'est l'été aussi qu'on reçoit des visites de touristes. Il y a rien que les touristes aiment plus. Puis là, on vous voit, vous êtes, j'imagine, dans la cave là de chez Graziella. Eh ben, c'est des murs de briques, c'est ça, c'est l'histoire de Montréal. Donc, les gens adorent aller à une terrasse. Donc là, vous, en ne faisant pas de terrasse, ça veut dire qu'on retire aussi une partie de l'attrait du Vieux-Montréal pour les touristes. Et je ne comprends pas que la ville ne comprenne pas ça. Nous non plus, on comprend pas. En fait, on est dans une période en ce moment de beaucoup de réflexion. Hein. On a une nouvelle administration qui s'en vient dans 1 an. Est-ce que on ose espérer qu'il y aura plus d'écoute? Je suis positive par rapport à ça. Je pense qu'il faut rester positif. Il faut que la nouvelle administration ait cette capacité de planifier les travaux de manière très stratégique, mais en collaboration avec les commerçants. Je pense que c'est inévitable. Je veux dire, c'est la seule façon d'aller de l'avant pour que on en profite. Je comprends que la ville doit avoir ces facteurs de problèmes aussi, là, en coordonnant les travaux, mais en les faisant ensemble et en mettant aussi des priorités. Au bon endroit, c'est ça, parce que je veux vous entendre, parce que dans votre publication Facebook, vous dites, et je cite, la réfection de la piste cyclable sur la rue McGill aurait pu être planifiée avant le début de la saison des terrasses, ce qui aurait limité l'impact sur notre activité. Donc, c'est ça qui est un peu absurde. Je veux dire, moi, je comprends, Valérie Plante, elle veut les pistes cyclables. Quand les pistes cyclables sont faites, il faut les entretenir, il faut les refaire parfois. Mais faites ça avant la saison des terrasses. C'est extrêmement frustrant. Mais tout à fait, exactement. Tout est dans le timing. Hein. Au niveau des terrasses, là, on en entend parler depuis l'été dernier. Le timing de tout ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi on les a pas fait à l'automne? Pourquoi pas avoir fait ça à l'automne, juste avant l'hiver? Au moins aussi, il y a un genre de timing qu'eux doivent respecter parce qu'il faut le faire avant la neige. Mais quand on met tous les travaux dans la période où il commence à faire beau,
Ben là, vous savez, il y a 2 soirs, j'avais une table avec des clients qui invitaient des gens de LA, de Los Angeles. Ouais. C'était des médecins. Et puis j'ai entendu le couple montréalais leur dire, ben ici on a 2 saisons, on a l'hiver et la construction. Alors, c'est très drôle. C'est très drôle. Oui, Cybèle, tu veux Ça intervenir? résonne avec David de Montréal qui nous écrit moi, je suis propriétaire de 3 commerces dans Montréal. Cette année, pas de terrasse et je vais même mettre en vente certains de mes commerces. Je ne suis plus capable des travaux et des rues piétonnes. Mais on remercie David d'avoir communiqué avec nous. Graziella, vous, ça fait combien d'années que vous avez ce restaurant dans le Vieux-Montréal, sur la rue on McGill? est là depuis 2007. Ah ben ça fait 18 ans. Est-ce que des fois vous avez pensé je mets la clé dans la porte, basta, je m'en vais, je fais autre chose, j'en peux plus de l'administration municipale? En fait, il y a eu un peu de réflexion en disant ben si on n'était pas ici, on était ailleurs, peut-être ce serait plus facile. C'est clair que cette pensée, elle est là, mais j'adore le Vieux-Montréal. J'ai décidé de venir m'installer ici. Il y a une raison. C'est magnifique. Comme vous dites, la pierre me parle énormément parce que ça me rappelle l'Europe. Je veux pas il y a beaucoup de gens qui sont, comme ils disent, là, ils veulent fermer parce qu'ils sont plus capables. Il faut pas qu'on arrive là. Il faut rester positif. Il faut que la municipalité, les élus nous écoutent. Il faut qu'il y ait un consensus, il y ait une harmonie entre nous et que les décisions soient prises avec respect aussi des commerçants. Absolument. Et la réalité que nous on vit quotidiennement. C'est pas, vous savez, c'est un domaine, la restauration, assez, tu sais, les marges sont très serrées. Oui. Perdre 1 semaine de terrasse ou 2 semaines de terrasse, là, pour beaucoup, là, ça représente énorme. C'est énorme. Et donc, c'est pour ça que votre décision à vous de ne pas avoir du tout de terrasse, on comprend que c'est un coût financier, mais en même temps, si vous l'ouvrez et que vous devez la fermer 1 semaine sur 2, ça va être aussi des coûts financiers. Donc, vous êtes en fait prise dans un dilemme. Graziella Battista, sempre un piacere. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui et en espérant que à la ville de Montréal, ils entendent le cri de douleur des commerçants qui sont juste plus capables du manque de planification et du manque de communication. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Ma tante Sophie. Ouais. C'est une expression, Rémi, parce que je donnais des conseils à la jeune génération, puis je disais, ma tante Sophie donne des conseils. Tu l'as appelé Rémi? Je t'ai appelé Rémi, je suis vrai. Oh, mon Dieu! Ah ben, heureusement que... Oui, c'est vrai, c'est J'aime terrible. beaucoup. Est-ce que tu fais référence à Rémi Villemur? Oui. Que j'aime beaucoup. Bon, ben, parfait. Ça fait que j'ai aucun problème. Je le salue. Bonjour, Rémi. Tout le monde. Alors, pour me venger ou pour me faire pardonner, demain, pendant la chronique de Rémi, je vais l'appeler Marc tout le long. Et moi, je t'appellerai Paul aujourd'hui. Donc, oui, parce qu'habituellement, t'es avec Paul Arcand? Non. OK. C'est juste pour savoir. Confusion. OK, confusion. C'est assez particulier parce que en France, en ce moment, il y a un énorme, puis c'est un débat qui dure depuis des mois, sur l'aide médicale à mourir. Énorme débat. Et à tel point que M. Macron, le président de la République, veut même faire écarte pas la possibilité de faire un référendum. Absolument. Et toi, bien que, évidemment, ici, ce soit établi, tu veux revenir sur cette question-là. C'est-à-dire que je trouve que c'est un débat qui est extrêmement intéressant parce qu'il est rempli d'angles morts. Oui. Le premier, c'est que personne ne remet en question que le gouvernement s'occupe de ça. Tu sais, par exemple, la peine de mort. Oui. On se dit, c'est normal que ce soit pas la famille de la victime d'un meurtre qui décide si le meurtrier va faire la chaise électrique. On s'en est remis au gouvernement. Ouais. Là, dans l'aide médicale à mourir, on est encore avec le gouvernement qui décide, donc nous autres, comme société, à travers le gouvernement, parce que n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas le gouvernement, c'est ça la mécanique, c'est-à-dire qu'il nous représente tous et chacun, des fois plus, des fois moins. On remet jamais en question l'idée que c'est le gouvernement qui décide, alors que à la base, mon point à moi, c'est que je ne vois pas quelle décision dans la vie est plus personnelle que de décider « j'en ai assez, c'est terminé ».
Donc, tu serais, par exemple, en faveur, vu que c'est une décision éminemment individuelle, que, par exemple, parce qu'on parlait à un moment donné il y a un pays au monde, je sais pas lequel, où il y a des machines En Suisse? Aide médicale. C'est une machine? C'est-à-dire que tu as des instituts ou est-ce que... Oui, non, mais non, c'est pas ça. Non, c'était vraiment comme une machine. Donc, c'est une machine qui est disponible à tout le monde. Tu payes, tu t'insères dans cette machine-là, oui. Et toutes les 4 étapes qu'il y a dans l'aide médicale à mourir, le curare, le ci, le ça, c'est administré par la machine. Mais il n'y a personne d'autre qui intervient. Là. C'est juste les gens dans la machine. Donc, en plus des instituts, bien sûr, en Suisse, il y a des instituts où on peut recevoir l'aide médicale à mourir, mais en effet, c'est privé. Oui, mais ça ne me pose aucun problème. Parce que le slogan « Mon corps, mon choix », il s'applique très bien à l'aide médicale à mourir ou au suicide assisté ou appelle-le comme tu veux. Moi, j'ai vu mon père, 7 ans de temps, qui regardait le plafond à l'hôpital général dans le 4e étage à Québec pour l'Alzheimer. Puis c'est 7 ans que je comprends pas, encore aujourd'hui, que moi, je veux pas vivre. Moi, je veux pas me rendre là. Alors, on dit... Mais que tu as trouvé douloureux, que toi, tu voudrais pas le vivre en tant que personne souffrant d'Alzheimer. Pour lui. Mais pour toi, de voir ton père dépérir comme ça... Alors, j'adore ta question. Ça me regarde pas. Ça regarde juste lui. Comme ça va me regarder juste moi de décider donc, que j'en ai assez. Mais donc, tu penses que si ton père... S'il y avait eu, à cette époque-là, évidemment, l'aide médicale à mourir, s'il y avait eu les demandes anticipées... Exact. Tu penses que ça aurait été mieux que ton père, en effet, demande, et toi, tu aurais respecté ça, et ton père aurait eu, à ce moment-là, l'aide complètement. médicale De la à même mourir. façon que je respecte quelqu'un qui dit que c'est pas ce qu'il veut. On se comprend. D'accord. Oui, bien sûr. Ben, c'est ça la base de l'aide médicale à mourir. C'est selon la volonté de la personne. Autre angle mort dans ce débat-là, qui ressort pas toujours, mais que tu sens si tu creuses un peu, c'est l'angle religieux. Bien sûr. Il y a des gens pour qui, alors, je veux pas avoir l'air d'un grand théologien, c'est pas mon cas, mais dans la doctrine chrétienne, le suicide, le meurtre, bien entendu, autre, c'est interdit. Pourquoi? Parce que, aux yeux de Dieu, chaque âme est équivalente. C'est ça la logique. C'est que, pour avoir parlé à des gens qui sont des grands cathos, c'est la notion que c'est Dieu qui donne la vie, donc c'est Dieu qui te l'enlève. De la reprendre, et toi, t'as pas d'affaire à te superposer à la volonté de Dieu. Mais je dis des cathos, mais aussi il y a des gens d'autres religions avec qui j'ai eu des discussions. Et c'est cette idée-là, Dieu donne la vie, donc Dieu la reprend. Après, si tu crois pas en Dieu pantoute, puis que tu penses qu'il y a rien à voir avec ça, tu peux être contre, et tu peux aussi croire qu'en effet, Dieu donne la vie, et décider quand même que c'est ton libre arbitre qui fait que tu la reprends. Mais je fais juste dire que quand on en discute, il faut le mettre sur la table, si c'est ça l'argument. Bien sûr. Non seulement ça, mais quand il y a des médecins qui refusent, eux, de faire l'aide médicale à mourir, ce sont des objecteurs de conscience, d'une certaine façon, et c'est la conscience dictée par leur conviction religieuse, leur foi. Donc, il faut respecter ça aussi. Absolument. Et c'est ce que fait la loi. La loi respecte ça. On dit on dit souvent que le serment d'Hippocrate que les médecins prennent, c'est pour la vie et non pas pour la mort. Oui. Mais encore là, chaque médecin peut voir que... Moi, j'entends souvent la phrase qui n'est pas dénuée de sens, la mort fait partie de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça arrête. Alors... puis c'est aussi que la base de l'aide médicale à mourir, c'est pas donner la mort, c'est abréger les souffrances. Très bien dit. De quelqu'un qui a des souffrances tellement énormes que il faut en finir de la même façon qu'on apaise les souffrances de quelqu'un en lui donnant de la morphine ou en lui donnant toutes sortes d'opioïdes. Le but de la médecine, c'est quand même de minimiser la souffrance humaine jusqu'à la souffrance ultime qui est que c'est juste plus supportable. Oui, mais c'est une décision qui, pour moi, devrait être personnelle. Oui, voilà. Je comprends. Donc, dans le monde, mettons Marc Boilard et règne sur le monde. T'es roi du monde. Oui. Là. OK? Donc, toi, ce serait une décision éminemment individuelle. Donc, le gouvernement n'aurait strictement rien à voir là-dedans. Non, j'aiderais les gens qui disent, moi, je veux avoir une aide pour mourir. J'ai pas le goût de me prendre une corde dans le garage ou de m'étendre dans le bain avec les images qu'on connaît, là. Ouais. Donc, moi, comme maître du monde qui aurait aussi à charge des institutions publiques, je dirais le système de la santé, où va faire en sorte que lorsque tu dis décision éminemment personnelle, eh bien voilà. Maintenant, il y a un autre angle mort dans mon propre point de vue. Et ça, je l'entends souvent. C'est-à-dire que ça allège les responsabilités du gouvernement de donner tous les services
avec la qualité jusqu'au jour dernier. Et je suis pas insensible à ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, on disait, ouais, on va prendre la politique Boilard, tu sais, il y avait la loi La Payette, là, sur l'assurance automobile, il y aurait la loi La Boilard, où ce que, c'est, allez hop, on prend les vrais mots, c'est du suicide assisté. Effectivement, il y aurait peut-être beaucoup plus de monde qui prendrait ça. Et il y aurait peut-être des fois, dans la tête des intervenants, incluant le gouvernement lui-même, de dire, sais-tu quoi? C'est tough en tabarouette rendu à un certain âge de donner. Puis on regarde, là, tu sais, on parle juste du coût par porte des CHSLD, là, de la Maison des aînés. Hey, écoute, on n'y arrive pas. Mais oublions pas qu'avec notre nouvelle loi, il y a du monde qui vont se donner une petite piqûre un peu plus vite. C'est qu'il y a un angle mort, là, aussi. Oui, mais il y aurait un angle mort, théoriquement, si l'aide médicale à mourir n'était pas excessivement balisée. Et ça, on en a parlé. Donc, toi, est-ce que dans ton entourage, tu connais personne qui a eu l'aide médicale? Oui, non, ma tante. Ma tante, oui. Excuse-moi. Cybèle, on peut en parler? Oui, bien sûr. Moi, ça a été mon grand-père du côté maternel. D'accord. Moi, c'est ma mère, donc j'en ai tellement parlé, donc au mois d'avril l'année dernière, et on a suivi tout le processus. Tu fais une demande. Ensuite, il y a une période de probation où on dit, par exemple, ma mère, elle avait commencé à en parler en octobre, ils lui ont dit, à partir du 24 janvier, vous avez le droit à l'aide médicale à mourir. Et quand le médecin procède, avant de procéder, il redemande à la personne, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que c'est certain, est-ce que c'est ça que vous voulez? Donc, moi, je pense qu'il faut aussi arrêter je dis pas que c'est ce que tu es en train de faire, mais il faut arrêter de voir ça comme, tu sais, des médecins qui se promènent dans les corridors des CHSLD en disant, on peut-tu en tuer le plus grand nombre pour faire de la place parce que, coudon, ça coûte donc bien cher, ces vieux-là. T'sais, il faut faire attention. Je suis entièrement d'accord. Mais aujourd'hui, je voulais juste te montrer comment il y a plein d'angles morts. Mais j'adore ça. Mais j'adore que tu trouves des angles morts dans ta propre position. C'est Alain Finkielkraut. C'est pour ça qu'on t'aime, Rémi. Oui, exact. Il est tellement bon, Rémi. Il fait, ça s'appelle penser contre soi-même. On se retrouve demain. Merci. Cube.